Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h15, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1. On continue à s'intéresser aux circonstances de la mort de la petite Lola. Que s'est-il passé exactement le jour du drame? On s'intéresse au périple qu'a effectué la meurtrière après avoir martyrisé la petite fille. Qu'a-t-elle fait exactement? Réponse avec Sandra Buisson. Il est 15h17 vendredi quand Dabiabé pousse la porte de l'immeuble où habite sa sœur, mais aussi Lola et ses parents. Sur les images de vidéosurveillance des lieux, l'enfant suit la suspecte. Le huis clos entre elles va durer un peu plus d'1h30, pendant lequel la femme de 24 ans est soupçonnée d'avoir fait endurer les sévices à l'adolescente de 12 ans. À 16h48, la suspecte ressort de l'immeuble, seule, avec la malle en plastique et 2 valises. Elle va errer 1 heure dans la rue Manin, abordant des passants, certains pour l'aider à porter la caisse. Elle appelle ensuite l'homme qui est depuis mis en examen pour recel de cadavres. C'est une ancienne connaissance. Il l'emmène avec ses macabres bagages dans son VTC jusque chez lui à Asnières-sur-Seine. Là, elle se lave et se change et y reste jusqu'à 22h30, heure à laquelle l'homme lui appelle un VTC parce qu'elle dit vouloir retourner chez sa sœur. Quand le VTC arrive, l'homme conseille au conducteur de ne pas toucher la malle. À ce moment-là, selon les premiers éléments, son patron lui a déjà dit que la femme est recherchée par la police. La suspecte monte dans la voiture, seule, toujours avec la malle et le corps de Lola, et revient dans le 19e arrondissement, à l'adresse de départ. La malle est abandonnée dans la cour, la suspecte prend la fuite en transport en commun, selon nos informations jusqu'au terminus du tramway 1. C'est là qu'à 1h du matin, un deuxième homme vient la chercher et l'emmène chez lui à Bois-Colombes, où elle passe la nuit avant d'être interpellée à 7h40. On est, Karim Zeribi, sur un périple absolument délirant avec cette femme qui transporte dans une caisse le corps de la petite fille qu'elle vient de martyriser. On est sur un cas absolument abominable et hors norme. Oui, parce qu'en plus que raconter comme c'est raconté, on a l'impression qu'elle le fait avec une lucidité, donc sans affolement. Elle rentre avec la petite, elle ressort avec une valise, elle appelle quelqu'un, elle va à notre domicile, elle se lave, elle prend sa douche, elle se change. C'est hallucinant, hallucinant. Je veux dire, à aucun moment on sent qu'elle est dépassée par les événements, qu'elle est déstabilisée, ou donc elle vient, comme si de rien n'était, quoi. C'est normal. C'est abominable, et l'imaginer relève de la folie, quoi. On va écouter justement son avocat qui tente de la défendre, Alexandre Silva. Il insiste sur le fait que la réclusion à perpétuité réelle existe bien. Écoutez-le. Dès lors qu'une personne est déclarée pénalement irresponsable, elle va effectivement dans un hôpital psychiatrique spécialisé qui se rapproche un petit peu du milieu carcéral, ultra sécurisé. Le médecin psychiatre en question n'est pas seul, il travaille en concertation avec d'autres et ça n'est pas au bout de 5 à 7 années que celui va prendre quelques décisions que ce soit de libération si jamais il l'entend. Ainsi, une personne peut parfaitement passer l'intégralité de sa vie dans un hôpital psychiatrique dès lors qu'elle n'est pas jugée apte à être remis en liberté, si j'ose dire, à un moment ou à un autre. Il est important de rappeler un cadre légaliste afin que tout ne soit pas dit. J'ai pu entendre de la part de certains intervenants sur les plateaux qu'en France, par exemple, la réclusion criminelle à perpétuité n'existe pas. Ce serait une espèce d'abus de langage puisque les personnes condamnées ne pourraient l'être qu'à hauteur de 30 années. Cela est bien évidemment faux. Il existe un certain nombre d'infractions particulièrement graves qui encourent la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, c'est-à-dire sans possibilité pour la personne de ne jamais sortir de prison. Et l'infraction qui est précisément reprochée à ma cliente appartient à l'une de ces qualifications. Voilà pour l'avocat. On a bien compris qu'il y a deux choses, à la fois l'irresponsabilité pénale et la question de la réclusion perpétuité réelle. Elle existe en France, je crois, cette perpétuité réelle, cette réclusion à vie ou pas? En fait, elle existe sur le papier pour Salah Abdeslam. C'est quasiment la seule personne qui est concernée en réalité. Donc j'entends le rôle de cet avocat d'éviter la peine la plus grave pour sa cliente. Donc il nous fait de la procédure, ou en tout cas il nous fait un étalage de ce qui est possible. Maintenant, je suis d'avis dans un débat comme celui-là. Tout ce qu'il a dit
dire doit se faire dans le cadre d'une instruction, d'un procès. Actuellement, il y a une instruction et ça concerne assez peu le débat médiatique et tout ce qu'il va dire, en fait, pour moi, il serait extrêmement biaisé, quoi. Il y a une chose que je voudrais dire sur la récupération politique, je trouve ça malsain qu'on accuse les gens qui parlent de problèmes politiques que pose cette affaire, qu'on les accuse de récupération. En revanche, il y a un vrai débat éthique, moral qui se pose. Je dis ça parce que votre sujet m'y a fait penser. C'est est-ce qu'il faut dire absolument tout ce qui s'est passé? Là, on a eu Sandra Buisson raconter le trajet macabre, voilà. Et en fait, il y a un vrai sujet. On a lu dans la presse, ça et là, des détails, etc. On les a entendus sur d'autres chaînes info. Et on les a entendus partout, évidemment, avec presque une fascination du sordide et du macabre, le détail absolument glauque de ce qui s'est passé, etc. Une question que nous, dans notre rôle, on doit se poser. Moi, j'avoue qu'on a eu le débat à Valeurs Actuelles, on a décidé de ne pas donner tous les détails, en précisant à nos lecteurs, en réalité, qu'en fait, ils n'apportaient rien à l'histoire. Et à partir du moment où elle est décédée dans les conditions qu'on connaît, qu'elle a été transportée dans une malle. Le crime est suffisamment caractérisé, et il est suffisamment sordide pour qu'on n'ait pas besoin d'ajouter tout ce qui s'est passé en plus, qui relève du particulièrement glauque et parfois peut faire appel à un certain voyeurisme, parce que ça ne fait pas sens. En revanche, tous les gens qu'on accuse de récupération politique ne disent que des choses qui font sens par rapport à la société, par rapport au modèle qu'on essaie de construire, à la manière de se protéger, de se défendre, et aux conclusions qu'il faut tirer de cette affaire. Je voudrais faire la distinction entre les deux. Vous avez raison. Éric Revel, et après, ce que je veux dire, c'est qu'il me semble que c'est rare d'entendre un avocat, ce type d'événement est heureusement extrêmement rare, mais c'est rare d'entendre un avocat qui explique que sa cliente peut encourir le maximum. Parce que je pense que c'est à la hauteur de l'émotion que ce fait de société génère dans le pays. C'est rare d'entendre un avocat qui, avant même de commencer à défendre sa cliente, est-elle défendable, dit elle risque de passer la fin de sa vie en prison. Et pourquoi, à mon avis? Parce que vous sentez bien que, au-delà de l'émotion, il y a une certaine colère populaire, quand même. Alors, instrumentalisée ou pas, c'est même pas le sujet. Il y a une colère populaire parce que chacun d'entre nous peut se mettre à la place de la famille, j'allais dire, de 7 enfants par rapport à nos enfants. Et d'une certaine manière, il me semble, alors je sais pas si c'est dans son inconscient, il l'a fait exprès sans doute, c'est qu'en fait, il essaye en disant, mais elle risque le maximum de désamorcer un peu cette vindicte, pas l'émotion, mais en tout cas la vindicte populaire et cette colère qui est souvent mauvaise conseillère, mais qui naît dans le pays. Joseph Massescaron. Il y a un élément qui avait été donné hier, je crois, par Noémie Schulz, qui avait eu la possibilité de la voir, de la recevoir, voilà, brièvement. Entre-apercevoir hier. Voilà. Elle avait été vraiment frappée par le calme de l'assassin. Vraiment le grand calme, et aussi la manière dont elle toisait notamment les journalistes. Elle l'a dit plusieurs fois, hein, Noémie, avec un air de défi. Voilà. Et ça, c'est quand même un type de position qui relève, pas de la psychiatrie, là pour le coup, qui relève d'un discernement, et d'un discernement clair. Voilà. Parce que je commence un peu à être inquiet je dis franchement, de tous les éléments psychiatriques qui sont glissés ici ou là. Il ne m'a pas échappé que, évidemment, pour dire qu'elle n'était pas connue des services de police, que aussi, incidemment, on rappelait le fait qu'elle avait été victime de violences conjugales. Donc je connais bien tous ces éléments qui reviennent progressivement dans ce type de discours. Ce sont les ministres qui l'ont dit. C'est le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur. Bien sûr, oui, bien sûr que c'est vrai. Tous ces éléments sont vrais. Mais je veux dire, la manière tous ces éléments de la mettre en avant. Moi, ce que je retiens, c'est tout de suite le sentiment qu'a une Noémie Schulz, qui va totalement corroborer le parcours, qui est le parcours. Bien sûr que on trouve ce parcours dément, mais il y a évidemment dans le criminel, il y a une rationalité de toute façon du criminel, une rationalité de l'assassin qui heureusement n'est pas la nôtre. Mais pour cela, est-ce que cette personne est folle? Non, elle a une autre rationalité et c'est tout. Karim, on parle souvent de l'ensauvagement et la barbarie qui est plus importante qu'elle ne l'était dans notre société. Je pense que la justice aura intérêt à avoir recours à des peines de perpétuité incompressibles si elle ne veut pas que le débat sur la peine de mort réapparaisse dans le pays. Je le dis tranquillement parce que spontanément, quand vous voyez un crime avec une telle atrocité, vous vous dites cette personne ne mérite pas de vivre. Elle ne mérite pas de vivre. C'est pas possible. Donc, violer une petite enfant, la traiter comme elle a été traitée, la mettre dans une valise. C'est tellement fou et atroce qu'on se dit comment. Il y a une telle déshumanisation dans cet acte qu'on se dit peine de mort. Spontanément.
Après, on revient avec un peu de recul, on prend de la hauteur, on dit, bon, notre pays a déjà statué, il y a eu un débat, bon, on a des valeurs de civilisation, donc on entend tout ça. En revanche, s'il n'y a pas de peine incompressible pour ce genre de meurtre, alors la société, à un moment donné, pourra se mettre en colère et manifester une forme d'incompréhension de la réponse de la justice face à ce type d'atrocité. Il faut prendre garde, parce que cette peine incompressible, on l'a utilisée. Peu, mais on l'a utilisée. Mais je pense qu'avec la barbarie qui apparaît dans nos sociétés de plus en plus fréquente, il va peut-être falloir que la justice elle statue de manière un peu plus ferme. Alors, il va falloir des centres de détention aussi à la hauteur, voilà, exactement. C'est ça, voilà. Donc ça amène bien sûr. Alors, Geoffroy Lejeune. Mais juste pour répondre sur ce que vient de dire Karim, moi je suis absolument d'accord. C'est probablement parce que l'exécution des peines est défaillante dans notre pays et que cette perpétuité réelle n'existe pas vraiment, qu'aujourd'hui quasiment un Français sur deux, parfois même plus dans certains sondages, est pour le retour de la peine de mort. Ça, faut quand même dire, on a le sentiment, c'est un débat qui a été soldé il y a 40 ans, et on pensait que ça avait disparu des esprits. En réalité, aujourd'hui, un Français sur deux souhaite le retour de la peine de mort. Faut quand même le dire. Mais j'insiste. Mais à l'époque aussi. J'insiste, c'est bien parce que Maître Silva, à mon sens, sent ce que vient de dire Karim Zerebi. C'est-à-dire que cette vindicte populaire autour de l'abomination absolue de massacrer une jeune fille comme ça, qu'il pose tout de suite, il dit, mais en fait, ma cliente risque la peine incompressible. Parce qu'il s'agit quand même, oui, de canaliser cette vindicte populaire qui peut nous mener sur des chemins compliqués. Hein. Mais les gens sont c'était la même chose au moment de l'affaire Patrick Henry, et on s'en souvient, il y avait une haine autour de lui, parce que voilà, un tueur d'enfants, c'est quelque chose d'insupportable pour une société, Joseph. Il n'oublions pas qu'il est sorti, Patrick Henry, il n'a pas subi de peine incompressible. Oui. Le rappel est utile, parce que au bout d'un moment, oui, il y a plein d'éléments qui disent oui, c'est la plus vieille personne qui se trouve dans les prisons, oui, etc. On connaît tout ça, et ça arrive, et à la fin, on arrive à ce que Karim résume. En effet, la personne sort. Je reviens quand même à cette expertise psychiatrique. Il y a parfois, pardon, ne prenez-moi cette boutade, mais moi j'aimerais que l'expertise psychiatrique soit faite avant. Voilà. Soit faite avant. Absolument. Mais ce qui avait rendu particulièrement odieux, pardonnez-moi de le rappeler, l'affaire Patrick Henry, c'est que quelques jours avant, il avait péroré devant les micros, ce criminel, alors qu'on savait qu'il avait déjà enveloppé le petit garçon, si je me souviens, dans un tapis. Et c'est toute cette histoire ensuite qui a été racontée, au-delà du crime odieux, qui a allumé la vindicte populaire et ce sentiment de haine terrible contre ce criminel. La plus grande fermeté. Exact. Absolument. Souviens-toi.